L'article L6 du Code de justice administrative énonce que les débats ont lieu en audience publique. En effet, lorsque le dossier est en état d'être jugé, la phase écrite de la procédure s'achève et laisse place à une procédure orale. Même si sa place est réduite, l'oralité est donc bien présente dans la procédure administrative contentieuse. Le débat oral a lieu lors de l'audience. Ainsi, entre la phase d'instruction et le prononcé du jugement, s'intercale une étape essentielle, l'audience publique. Avant d'envisager le cadre juridique de l'audience, il faut rappeler que tous les recours ne donnent pas lieu à une audience. En effet, lorsqu'il est fait usage de la procédure de tri, la requête est rejetée par ordonnance sans audience. Pour les référés non conditionnés par l'urgence, l'audience n'est pas imposée. Elle n'est obligatoire que pour 2 référés conditionnés par l'urgence, les référés suspension et les référés liberté. Cet élément étant rappelé, il faut maintenant envisager les règles relatives à la fixation de la date d'audience, puis celles qui encadrent la tenue de cette audience. Grand 1, la fixation de la date d'audience. Une fois l'affaire instruite, elle est inscrite au rôle d'une audience. Cela signifie que l'affaire est inscrite au calendrier d'une future audience. Dans les tribunaux et les cours administratives d'appel, chaque chambre a un jour d'audience ou une demi-journée d'audience par semaine. Lorsque un rapporteur a fini l'instruction d'un dossier, il informe le président de la chambre que son dossier est prêt à être inscrit au rôle, ainsi que le rapporteur public auquel il transmet le dossier. Le rapporteur public prépare alors ses conclusions. Une fois cela réalisé, le dossier va pouvoir être inscrit au rôle d'une audience. L'article R711-1 désigne la personne chargée de déterminer ce rôle, c'est-à-dire d'établir le calendrier d'une séance d'audience. Il s'agit en fait de fixer les affaires parmi celles qui sont en état d'être jugées, qui seront appelées à l'audience à telle ou telle date. Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et il est communiqué au rapporteur public. Dans les cours administratifs d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour. Évidemment, la formation de jugement ne tient pas une audience pour une seule affaire. Au cours d'une demi-journée d'audience, près d'une trentaine d'affaires sont programmées. Une fois la date fixée, la juridiction doit bien sûr en informer les parties. Elles reçoivent cette information par la notification d'un avis d'audience. Cet avis d'audience doit contenir différentes mentions. Outre qu'il informe les parties de la date à laquelle leur affaire sera appelée, il les informe également de la possibilité de déposer une note en délibéré après l'audience. Il les informe également de l'éventuelle dispense de conclusion du rapporteur public, qui a été décidée par le président de la formation de jugement. En revanche, si des conclusions sont prévues, l'avis mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Enfin, s'il n'y a pas eu d'ordonnance de clôture d'instruction, et que cette clôture intervient donc 3 jours francs avant l'audience, l'avis d'audience doit mentionner cet élément. La notification de l'avis d'audience doit avoir lieu 7 jours au moins avant la date retenue. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à 2 jours par une décision expresse du président de la formation de jugement, qui est mentionné sur l'avis d'audience. Devant le Conseil d'État, les règles sont différentes. Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le rapporteur public, chargé de présenter ses conclusions, et il est arrêté par le président de la formation de jugement, et ce en vertu de l'article R712-1. Lorsque les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, celui-ci est averti 4 jours au moins avant la séance que l'affaire figure au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à 2 jours par décision du président de la section du contentieux. Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
mais le code ne fixe pas de délai minimum. L'avis d'audience doit par ailleurs contenir les mêmes mentions que celui envoyé par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Venons-en maintenant, grand 2, à la tenue de l'audience. L'audience sert à dresser un état des lieux du litige et elle offre l'occasion aux parties d'apporter les dernières précisions. Elle permet d'enrichir la réflexion de la formation de jugement qui va se nourrir des débats et des interventions du rapporteur public. Le premier principe qui s'applique est relatif à la publicité des débats. L'audience est en effet publique, et ce dans un souci de transparence de la justice. Les audiences sont donc ouvertes à tous, n'importe quel individu peut y assister. Mais en pratique, il y a très peu de spectateurs aux audiences tenues par les juridictions administratives. En lien avec ce premier principe, l'article R 741-2 du Code de justice administrative prévoit que le jugement doit, sous peine d'irrégularité, mentionner que l'audience a été publique. La loi du 9 décembre 2004 a toutefois apporté des dérogations à ce principe de publicité. L'article L 731-1 du Code prévoit ainsi la possibilité pour le président de la formation de jugement de décider à titre exceptionnel que l'audience a lieu à huis clos. Il peut prendre cette décision dans deux cas, soit pour sauvegarder l'intérêt public, soit pour respecter l'intimité des personnes ou des secrets protégés par la loi. Par exemple, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard d'un fonctionnaire pour des faits graves, par exemple des agressions sexuelles, le juge n'hésitera pas à prononcer le huis clos. Dans cette hypothèse, alors, le public n'est pas autorisé. Dans ces cas de figure, seules les parties sont présentes et assistent alors à l'audience. Dernier point sur le public, mais cela paraît évident, les spectateurs n'ont pas le droit d'intervenir dans les débats. Il faut donc maintenant s'intéresser plus longuement aux acteurs de l'audience. On trouve d'abord les juges qui composent la formation de jugement, parmi lesquels figure le rapporteur qui a instruit le dossier. Ils sont assis derrière une table face au public et aux parties. On trouve ensuite le rapporteur public. Sa présence est obligatoire, à moins que l'affaire ait été dispensée de conclusion. Il se tient debout sur le côté droit, derrière un pupitre. On trouve ensuite le greffier, qui appelle les affaires une à une. On trouve les parties, et éventuellement leurs avocats. Cependant, il faut souligner que leur présence est facultative. En pratique, peu de parties et d'avocats se déplacent. Ceci s'explique par le caractère écrit de la procédure. Les parties ont en effet rarement d'éléments supplémentaires à apporter lors de l'audience. Enfin, on peut trouver les éventuels intervenants qui se sont associés à la procédure. La question est maintenant de savoir comment se déroule l'audience. Au préalable, il faut indiquer que le président de la formation de jugement distribue la parole et veille au bon ordre durant l'audience, et ce, en vertu de l'article R 731-1. Le public et les parties doivent avoir une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Se lever à l'entrée des magistrats, rester silencieux, éteindre les téléphones portables, etc. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invité, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou encore de causer des désordres. Le président de la formation de jugement peut d'ailleurs faire expulser toute personne qui ne respecte pas ces injonctions. Ce cadre général étant posé, il faut expliquer comment sont examinées les affaires. Elles sont appelées les unes à la suite des autres. Pour chaque affaire, le déroulement des débats se fait selon un ordre de prise de parole qui est fixé par le Code. Cet ordre n'est d'ailleurs pas le même devant les tribunaux et les cours administratives d'appel d'un côté et devant le Conseil d'État de l'autre. Devant les TA et les CA d'abord, l'examen de chaque affaire a été modifié récemment grâce à un inversement de l'ordre de parole entre le rapporteur public et les parties.
Au départ, il s'agissait d'une expérimentation initiée en 2009 et qui a été généralisée par le décret du 23 décembre 2011. Selon l'article R 732-1, la parole est d'abord donnée au rapporteur qui a instruit le dossier. Il procède à la lecture d'un rapport dans lequel il présente la requête en énonçant les conclusions qu'elle contient et les différentes productions des parties. Ce rapport, nécessairement bref, ne doit pas être confondu avec la note du rapporteur qui reste un document interne à la juridiction et qui contient, on l'a déjà dit, une proposition pour résoudre le litige. Autrefois, les parties s'exprimaient immédiatement après le rapporteur et le rapporteur public prononçait ses conclusions en dernier. Désormais, c'est le rapporteur public qui intervient immédiatement après le rapporteur pour prononcer ses conclusions. Enfin, les parties obtiennent la parole pour présenter leurs observations orales, soit elles-mêmes, soit par le biais de leur avocat. Il ne s'agit aucunement d'une plaidoirie, comme on en trouve devant le juge judiciaire. La procédure étant écrite devant le juge administratif, les arguments ont été échangés dans les mémoires, il s'agit donc uniquement de faire à l'audience des observations complémentaires. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre l'avocat dire la phrase suivante « Je m'en remets à mes écritures ». Néanmoins, le nouvel ordre de prise de parole donne davantage lieu aux observations des parties. En effet, comme elles interviennent après le rapporteur public, elles peuvent désormais réagir à ce qu'elles viennent d'entendre, ce qui est susceptible d'éviter une éventuelle note en délibéré. Devant le Conseil d'État, la prise de parole traditionnelle n'a pas été modifiée. C'est d'abord le rapporteur qui expose son rapport, ce sont ensuite les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui prennent la parole, et enfin, le rapporteur public prononce ses conclusions. Cependant, un décret du 7 janvier 2009 a permis aux avocats du Conseil d'État et à la Cour de cassation de présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. Une fois que chacun ait pu s'exprimer, le président clôt les débats en précisant qu'il en sera délibéré.